Bonjour à tous, Yann Massé, je suis ingénieur de recherche à l'École normale supérieure de Rennes. Je travaille depuis plus de 15 ans dans les technologies de fabrication additive. Donc, les technologies de fabrication additive, c'est les technologies de fabrication par ajout de matière que le grand public, qu'on appelle assez souvent l'impression 3D. Donc aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon pour voir les interactions de ces technologies avec le domaine de l'agroalimentaire, donc votre domaine. Donc on va regarder les interactions de cette technologie avec le domaine agroalimentaire. Donc si aujourd'hui vous attendez à voir beaucoup d'applications d'impression 3D pour l'agroalimentaire, vous risquez d'être un petit peu déçu. Ce que je vais faire dans la présentation, c'est de vous présenter le contexte de ces technologies, de vous expliquer comment elles fonctionnent, de vous expliquer les utilisations techniques que vous allez pouvoir avoir avec ce type de technologie pour tout ce qui est conception, développement de produits, pour tout ce qui est fabrication de pièces. Je vous expliquerai aussi un petit peu l'avenir de cette technologie, les freins actuels. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer ce qui est mature au jour d'aujourd'hui et essayer de vous donner des clés pour créer un contexte favorable à ce que vous puissiez intégrer ces technologies dans votre domaine d'application. Donc, j'aurais pu aujourd'hui vous parler des différentes technologies de fabrication par ajout de matière qui travaillent des matériaux plutôt alimentaires. Donc, il existe différents projets, des imprimantes pour faire des pizzas, il y a un projet américain pour travailler de la viande. Vous avez à l'écran une pièce fabriquée sur la CocoJet qui est commercialisée par 3D Systems. 3D Systems, pour information, c'est un des 2 leaders mondiaux d'imprimantes 3D. Donc je ne vais pas vous parler de ces technologies parce que je les connais très très mal, parce que je connais mal les marchés qui sont ciblés par ces technologies. Et aussi parce que c'est des technologies qui ont globalement toutes été présentées depuis 2 ans, notamment au CES à Las Vegas. Vous avez un autre projet, le XYZ Printing, qui est une entreprise taïwanaise et qui travaille une base de sucre pour imprimer plutôt des gâteaux, des confiseries. Moi, je suis déformé par ma formation plutôt ingénieur mécanique, concepteur, fabricant. Et je vais plutôt vous parler des applications de l'aide de cette technologie pour vos démarches de conception, de développement de produits et pour tout ce qui est fabrication de pièces. Alors quand je parle de développement d'un produit, ça peut être une machine ou ça peut être aussi un fromage ou du chocolat. Si vous avez besoin d'un outillage, d'un moule pour former votre matière alimentaire, on a des solutions. Donc moi, mécanicien, aujourd'hui, on a des avancées technologiques qui font qu'on arrive à une certaine maturité des procédés et mieux que les discours, un exemple d'un gros acteur du domaine, c'est General Electric, donc un acteur américain. Donc General Electric a au jour d'aujourd'hui plus de 300 imprimantes dans le monde. General Electric investit l'ordre de 6 billions de dollars dans la recherche sur ces procédés technologiques. Et surtout, General Electric estime qu'en 2020, ils vont fabriquer 100 000 pièces avec ces moyens technologiques. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'au jour d'aujourd'hui, ces technologies sont vraiment matures. Donc pour vous parler de l'impression 3D et des interactions avec l'agroalimentaire, je vais d'abord parler et essayer de vous expliquer que ce sont des technologies qui sont naissantes. Donc si les technologies ne sont pas matures pour toutes les applications aujourd'hui, c'est parce que ces technologies n'ont pas plus de 30 ans. Ensuite, dans la deuxième partie, on va essayer de voir comment ça marche, ce qui va permettre de mieux comprendre les avantages et aussi le contexte et les inconvénients que peuvent être liés avec ces technologies. Dans la troisième partie, on verra les applications pour tout ce qui est développement, conception et fabrication de pièces. Et dans la dernière partie, on terminera sur l'avenir de ces technologies. Donc tout d'abord, ce sont des technologies qui sont naissantes. Donc si vous prenez de l'injection plastique, la première matière injectable a été, la bakélite, a été développée autour de 1907-1908. Donc c'est un procédé qui est quand même pas si vieux que ça, mais qui a été grandement développé au cours du siècle dernier.
Des techniques de fonderie étaient utilisées par les Égyptiens pour faire des statuettes d'ornement il y a plus de 5000 ans. Et la première imprimante 3D a été vendue en 1987. Donc c'est des technologies qui sont encore très très jeunes. Donc aujourd'hui, elles ont l'inconvénient de leur jeunesse, c'est-à-dire qu'on est sur des générations de machines qui sont assez récentes et qui nécessitent encore des développements pour toucher vraiment plein d'applications. Alors on va commencer par aller faire un petit tour au cinéma pour voir comment on envisageait l'évolution de ces technologies en 1987. Donc en 1987, John Woo, dans Volte-Face, a intégré une petite animation de ces technologies pour tout ce qui est impression 3D personnalisée. Donc sur la vidéo, on va voir la fabrication d'une partie de corps, donc une oreille, qui va être réimplantée sur le patient. Donc là, vous avez une idée d'une fabrication couche par couche. Donc dans un bain cellulaire, vous avez des faisceaux laser qui viennent activer et solidifier localement la base cellulaire pour refabriquer une partie 3D de corps. Donc on va voir à la fin de l'extrait un aspect un peu science-fiction, la réimplantation de l'oreille sur le patient. Donc cet extrait, je le rappelle, date de 1987, l'année où il y a eu la première machine de vendue, la première imprimante 3D de vendue. Pour info, il y a eu 13 machines de vendues en 1987. Donc c'est de la science-fiction à l'époque et c'est de plus en plus une réalité. Pourquoi ? Puisque vous avez différentes équipes de recherche, notamment des équipes américaines, anglaises, qui travaillent à développer des bases cellulaires pour pouvoir reproduire sur des bio-imprimantes des parties d'organes, des parties de corps. Donc aujourd'hui, c'est encore à l'état de recherche, il va falloir attendre 10 à 20 ans avant que ça soit réellement utilisé. Donc sur une bio-imprimante, on est donc sur une structure qui se déplace. On a une tête d'impression qui est une sorte de grosse seringue dans laquelle on a une base cellulaire. Et donc on a un piston qui vient déposer la base cellulaire. Donc la problématique aujourd'hui sur l'illustration, le chercheur américain a réussi à fabriquer la forme 3D en cartilage d'oreille qu'il a voulu. La problématique, c'est que son cartilage a mis à peu près 1 mois à durcir. Donc il y a encore du travail. Mais pour vous dire que depuis le lancement de cette technologie, on a eu une grosse évolution. Donc il faut se remettre en 87. Cette technologie utilise beaucoup l'informatique. Et en 87, l'informatique était assez obsolète. Donc l'évolution des technologies a encore beaucoup de chemin à faire et a encore un gros potentiel qui n'est pas encore visible au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant dans cette première partie de présentation. Donc si on regarde l'historique de la fabrication par ajout de matière, de la fabrication couche par couche, les premières personnes qui ont commencé à fabriquer des pièces couche par couche, c'était des gens qui travaillaient sur des représentations de relief géographiques. Donc pour représenter une topologie de relief, ils avaient découpé dans des feuilles en cire à isorelief les différentes altitudes et en superposant les feuilles de cire, ils avaient recréé le relief en 3D. En 1970, vous avez un laboratoire japonais qui a développé une résine qui était photosensible. Donc ma résine, je l'étale sur une plaque, je vais au soleil avec, et sous l'effet d'une source UV, elle va durcir. Et à partir de ce brevet, différentes équipes, et notamment une équipe américaine, a travaillé à développer un procédé de fabrication par ajout de matière qui travaillait cette base de résine et qui venait la photosensibiliser avec des faisceaux laser. Donc, ils ont développé et commercialisé en 1987 la première machine d'impression 3D. Donc, on retrouve 3D Systems, qui était le fabricant de la machine chocolat qu'on a vue au début de la présentation. Et ils ont développé et commercialisé la première machine, qui est une machine de stéréolithographie. Donc, une machine qui travaille une base plastique résine. Donc, première machine 1987. Donc, machine qui était quand même assez obsolète et pas forcément très ergonomique. Machine pas simple à utiliser et matériaux très limités sur ces machines. On est au début, on est à la naissance de cette technologie. En 1996, on a vu apparaître, donc évolution de l'informatique, on a vu apparaître ce que j'appelle les premières imprimantes 3D.
Donc, quand on parle d'imprimante 3D, c'est des machines qui sont très très simples à utiliser. Donc, un environnement qui n'est pas très compliqué. Donc, avec quelques compétences informatiques, on peut très très rapidement former une personne à l'utilisation de ces technologies, ce qui est différenciant d'autres procédés comme de l'usinage qui demandent beaucoup de compétences. Donc, en 1996, on a vu apparaître les premières technologies qui étaient très très simples d'utilisation. En 2000, on a vu apparaître des nouvelles générations de machines, donc des machines qui sont très ergonomiques, très simples d'utilisation. On a surtout vu des améliorations de la technologie, donc des machines qui vont plus vite, des machines qui sont plus précises dans les déplacements et des machines qui ont accès à un panel de matériaux qui est de plus en plus ouvert. Donc du coup, il y a eu des applications industrielles de plus en plus importantes à partir de cette génération de machines. En 2005, évolution toujours des technologies, évolution des matériaux accessibles sur ces procédés. Et historiquement, on ne fabriquait pas beaucoup de pièces réelles avec ces procédés. On fabriquait plutôt des pièces prototypes. Je vais revenir dessus plus tard dans les applications. Et donc, à partir de 2005, on a eu une telle avancée sur les technologies et on commençait à avoir une certaine maturité qu'on a commencé à envisager de fabriquer des pièces réelles. Donc, depuis 2005, on parle de fabrication rapide. Quand on fabrique avec ces procédés de fabrication par ajout de matière, quand on fabrique des pièces réelles. Donc, depuis 2007, vous avez une grosse partie des bases métalliques des prothèses dentaires qui sont fabriquées avec des imprimantes 3D métalliques. Donc, si vous allez vous balader dans le centre de Rennes, vous croisez des pièces qui ont été imprimées en 3D. Et ces pièces sont utilisées tous les jours par les personnes pour manger et donc tiennent dans le temps. Donc, gros virage technologique à partir de 2005. Et les technologies continuent à avancer. Et je vous présenterai à la fin de la présentation ce qui va arriver notamment sur les technologies plastiques. Donc on verra plus tard des freins au niveau de la productivité de ces technologies. Et d'ici l'année prochaine, on va avoir des nouvelles technologies qui sont assez intéressantes et très productives et donc qui vont peut-être casser les freins et donc qui vont peut-être encore accélérer le développement de ces technologies. Donc à l'écran, je ne sais pas si vous connaissez cette représentation, c'est le cycle de hype. Donc le cycle de hype, c'est quoi? C'est une représentation qui permet de visualiser un petit peu l'état d'une technologie. Donc toute technologie innovante va plus ou moins suivre la courbe que vous avez à l'écran. Donc différentes phases. Donc la première phase, c'est le lancement de la technologie. Donc sur l'axe des abscisses, en horizontal, vous avez le temps. Sur l'axe vertical, vous avez les espérances. Donc au début, une technologie innovante, naissante, va avoir beaucoup d'espérances. On va présenter la technologie sans forcément tester la technologie. Il y aura une sorte d'emballement médiatique. Et cette technologie va susciter beaucoup d'espérances. À un moment, cette technologie va arriver à ce qu'on appelle le pic des espérances. Et on a des espérances qui sont bien supérieures au potentiel de la technologie. Pourquoi? Parce que ça reste des technologies qui sont jeunes et que tous les développements nécessaires n'ont pas forcément été faits. Donc à ce moment-là, on a derrière ce qu'on appelle le gouffre des désillusions. C'est un petit peu le côté bulle Internet. J'arrive en haut de la courbe et à un moment, ça explose. Et derrière, il y a le gouffre des désillusions. Donc avant cette phase, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de business qui avaient commencé à se faire parce qu'il y avait un emballage médiatique. Et derrière, il y a des entreprises qui ferment, mais il y a surtout des entreprises qui continuent à croire à ces technologies, des entreprises qui continuent à développer des nouvelles générations de machines. Et donc les gens qui continuent à croire et à développer ces technologies vont passer dans une phase qu'on appelle la pente de l'illumination. Donc petit à petit, avec du temps, on va développer des nouvelles générations de machines et on va arriver à ce qu'on appelle le plateau de la productivité. Et c'est à ce stade-là que les technologies sont matures. Donc sur l'illustration, vous avez différents points qui représentent les différentes applications de l'imprimante 3D.
Donc c'est un cycle qui est revu chaque année. Donc cette représentation date de 2015. Et donc en juillet 2015, vous avez uniquement l'usage de l'impression 3D pour faire du prototypage ou pour faire des carters de prothèses auditives qui étaient vraiment matures technologiquement. Ensuite, les différentes applications en fonction du code couleur vont arriver sur le plateau de productivité. Donc pour les petits ronds bleu clair dans 2 à 5 ans. Pour les ronds en bleu foncé, entre 5 à 10 ans. Et pour les petits triangles jaunes, il faudra plus d'une dizaine d'années. Donc tout ça pour vous dire, et pour conclure sur la première partie, que ces technologies qui ont un potentiel vraiment très très intéressant sont aujourd'hui en phase de développement, sont très très jeunes. Pour moi, c'est naissant. Et pour certaines applications, elles ne sont pas forcément encore complètement matures, mais on est en train d'arriver à un potentiel d'application qui va, d'ici quelques années, devenir très très intéressant. Et c'était surtout le premier message que je voulais passer dans cette première partie. Donc, une fois cette introduction faite, et une fois qu'on a bien pris en compte que c'est des technologies à potentiel, et tout n'est pas encore développé, tout n'est pas encore mis sur le marché, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc aujourd'hui, il existe différents fabricants, différentes technologies, et c'est pas simple, même pour des spécialistes, de s'y retrouver entre les différentes technologies, sachant que tous les ans, de nouveaux procédés arrivent, et on a du mal un petit peu à faire la différence. Donc déjà, ce qui va différencier nos technologies, c'est qu'on ne va pas travailler classiquement par enlèvement de matière. Avant, pour fabriquer une pirogue, on prenait un tronc d'arbre et on venait creuser le tronc d'arbre pour fabriquer notre pièce. Donc nous, on va être sur des technologies qui sont complètement différentes. On va partir d'un fichier 3D, donc avec un logiciel de dessin ou un logiciel qu'on appelle de CAO, de conception assistée par ordinateur. On va venir littéralement imprimer la pièce. Donc je vais charger ma pièce, mon fichier 3D dans un environnement pour communiquer avec mon imprimante. Et je vais cliquer sur un bouton imprimer. Et très très simplement, mon imprimante 3D va pouvoir refabriquer la pièce, la forme 3D définie en plastique, en métal ou dans un matériau quelconque. Donc c'est des fabrications rapides de modèles ou de prototypes à partir d'un fichier 3D. Donc il existe globalement 40-50 procédés, c'est compliqué de suivre. Par contre, pour simplifier, pour que vous reteniez quelque chose de simple, tous les procédés qui existent sont classables dans 2 catégories. On va les classer par rapport à la façon d'apporter la matière. Donc on a la possibilité de travailler soit sur ce qu'on appelle lit de matière, soit d'apporter la matière par une tête d'impression. Donc on va regarder comment on travaille la première partie par apport de la matière par la tête d'impression. Donc vous avez à l'écran en jaune ce qu'on appelle la tête d'impression, donc c'est une sorte de buse qui chauffe une matière sur cette illustration. Donc vous avez un fil de plastique qui alimente ma tête d'impression, et donc en déplaçant ma tête d'impression, je vais déposer ma matière. Donc, une petite illustration. Donc sur l'extrait, là je vais vouloir fabriquer un avion. Donc je suis sur mon logiciel de dessin, je suis venu charger mon fichier 3D et je viens le positionner dans la direction dans laquelle je veux fabriquer ma pièce. Une fois que j'ai fini, je clique sur un bouton et après je ne fais plus rien. C'est le logiciel qui va venir découper ma pièce en tranches, virtuellement. Mon logiciel va calculer différents systèmes de supportage pour pouvoir fabriquer convenablement la pièce. Et mon logiciel, sans rien me demander, va calculer les différentes trajectoires pour pouvoir refabriquer chacune des couches, les unes sur les autres, pour refabriquer ma pièce. Donc une fois qu'il a fait tout son calcul, il va communiquer directement les données à mon imprimante 3D. Et donc là, sur cette technologie, on va apporter la matière par la tête d'impression. Donc mon fil plastique, généralement qui peut être un fil ABS ou PLA,
est descendu par un petit moteur dans ma tête d'impression. Je viens chauffer et rendre pâteux la matière, et donc je peux déposer la matière. Donc là, vous avez en accéléré la fabrication d'avions couche par couche, et on voit la naissance de la pièce couche par couche. Donc une pièce comme ça, faut compter entre 3 à 5 heures de fabrication. Et donc vous disposez à la fin d'une pièce ou d'un prototype pour faire des essais. Par exemple, si vous voulez passer votre pièce en soufflerie, bah vous disposez d'un modèle pour passer cette pièce en soufflerie. Donc ça, c'est ce qu'on a vu à droite. Donc on a plusieurs technologies. Donc le dépôt de fil fondu qui a été présenté sur l'animation, c'est une technologie. Mais on a plusieurs façons de travailler des matériaux. Et en tout cas, dans la partie droite, on travaille la matière en la faisant passer par une sorte de tête d'impression qui va déposer de la matière. Autre façon de travailler la matière, c'est de travailler sur un lit de matière. Donc là, la différence, la matière, elle ne va pas passer par une tête d'impression, la matière va être étalée sur tout le plateau de fabrication. Donc vous imaginez votre plateau de fabrication, une feuille A4, je viens étaler de la matière non agglomérée sur toute ma feuille A4. Et ensuite, j'ai un système de mise en œuvre. Donc c'est un laser là sur l'illustration. J'ai un système de mise en œuvre qui va venir solidifier la matière localement. Une fois que j'aurai fabriqué ma couche, je vais redéposer de la matière sur toute la surface de travail et ainsi de suite. Je vais refabriquer ma pièce en 3 dimensions. Donc une autre illustration pour bien comprendre le procédé. Donc ce type de procédé permet de travailler là, ce qu'on va voir sur l'animation de la poudre, qui peut être des poudres plastiques, notamment poudre polyamide, poudre nylon, dont certaines sont classées USP classe 6. On va aussi pouvoir travailler des résines liquides, donc différents types de matériaux. Donc vous avez différents systèmes de chargement. Donc on va charger des matières sous la forme de cartouches, si on fait le parallèle par rapport à votre imprimante jet d'encre à la maison. Donc on a une cartouche de matière qui va permettre de mettre en couche la matière. On a la possibilité, en fonction de ce qu'on travaille, notamment ça va être intéressant pour les matières métalliques, d'avoir un système neutre autour. Donc on va pouvoir pomper l'oxygène, mettre de l'azote pour éviter que la matière s'oxyde lors de la fabrication et pas créer de stress de fabrication. On a la possibilité, si on veut aussi, de chauffer le plateau de fabrication. Donc là, on va arriver sur la phase de mise en couche. Donc je vais venir étaler de la matière non solidifiée sur tout le plateau de fabrication. Donc le système de raclage va faire un aller-retour et on va mettre de la matière en couche. Donc les couches vont de 20 microns pour ce qui est le plus fin en termes de fabrication jusqu'à 0,2 mm. Donc plus la couche va être fine, plus la pièce sera de qualité. Donc là, vous avez un faisceau laser qui vient localement, grossièrement, on va dire, elle va venir fondre la matière. Et après, une fois que le laser est passé, l'énergie est partie. Donc la matière va se refroidir et va se solidifier. Comme ça, on va venir solidifier localement les points de la couche qu'on veut fabriquer. Donc après, on répète l'opération. On vient descendre notre plateau d'une couche, donc entre 20 et 200 microns. On vient remettre de la matière par-dessus. Et on va venir solidifier la couche N+1 en faisant bien attention à avoir une accroche entre la couche N+1 et la couche N. Et ainsi de suite, on peut comme ça fabriquer des pièces en 3 dimensions avec des contraintes de forme qui sont quasiment inexistantes. C'est inexistant pour du plastique, c'est un petit peu moins vrai pour du métal. Donc on a des procédés qui ont une certaine efficacité environnementale. Toute la matière non solidifiée est réutilisable. Donc je vais avoir un système qui va me permettre de récupérer ma poudre et aussi de récupérer ma pièce. Donc toute la matière autour de la pièce n'est pas solidifiée et donc est réutilisable après un tamisage et une préparation de la matière. Et donc là, on voit sur la forme de la pièce qu'on a des possibilités vraiment de fabriquer des pièces
avec des formes très très complexes. Pour vous présenter un petit peu le potentiel de la technologie, je vais vous faire passer une pièce en plastique qui est indémontable. N'essayez pas de la démonter. Elle est en 3 parties et vous pouvez essayer de la clipper, c'est fonctionnel. Je vous laisse passer la pièce. Donc, la fabrication additive, quel que soit le procédé, quelle que soit la façon de travailler la matière, c'est fabriquer des pièces par ajout de matière. Donc on va venir travailler couche par couche et refabriquer chacune des couches en rajoutant de la matière. On a, comme je le rappelais tout à l'heure, une certaine efficacité environnementale. On va travailler le juste nécessaire de matière, ce qui va être intéressant par rapport à des technologies comme de l'usinage, où on enlève et où on gaspille, entre guillemets, la matière. Après, c'est des procédés qui sont encore jeunes, qui ne sont pas très productifs. Donc aujourd'hui, envisager de fabriquer une série d'un million de pièces avec cette technologie, ce n'est pas forcément intéressant techniquement et surtout économiquement. Donc aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est que ces procédés, à l'état actuel d'avancement, sont plutôt pour de la fabrication unitaire ou petite série. Et si vous voulez un petit peu regarder les différents procédés, je vous invite à regarder une norme qui a permis de classifier, de classer et de classifier un petit peu les procédés. Donc c'est une norme qui a été développée en 2014. Et donc vous retrouvez sur ce slide les différents noms anglais des procédés de fabrication. Donc il y a 6 gros procédés de fabrication que j'ai reclassés par rapport à la technologie. Donc savoir si on travaille sur lit de matière ou sur tête d'impression. Donc, il existe différents procédés qui ont plus ou moins des intérêts différents en fonction de la qualité de fabrication, la qualité de surface. En fonction des matériaux utilisés, vous avez un panel quand même de procédés qui est assez conséquent. Et chaque procédé peut avoir des applications un petit peu différentes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a fabrication par ajout de matière, avec soit travail de la matière en la faisant passer par la tête d'impression, soit en travaillant sur un lit de matière, donc j'étale de la matière sur tout le plateau de fabrication, et j'ai une source qui va venir solidifier la matière. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment ça marche. Si vous avez des questions encore après, il ne faudra pas hésiter à venir me voir. Maintenant que vous comprenez un petit peu mieux comment ça marche, on va parler des applications. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce type de technologie par rapport à vos besoins industriels? Donc, globalement, pour les applications industrielles qu'on va retrouver en rouge, donc je ne vais pas parler des applications pour les particuliers, ce qu'on appelle le bricolage numérique. On a 3 types d'applications. Donc, lorsque vous allez développer un nouveau produit, lorsque vous développez une nouvelle pièce, vous êtes dans une démarche de développement de produit, dans une démarche de conception, et vous allez pouvoir avoir besoin de fabriquer des pièces prototypes. J'essaye d'expliquer. À certains moments, vous allez poser des hypothèses de conception. Et vous n'êtes pas certain de vos hypothèses de conception, donc vous allez avoir besoin de valider vos hypothèses de conception. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin de fabriquer une pièce prototype. Donc, quand on va parler de prototypage rapide, on va utiliser des moyens d'impression 3D pour fabriquer une pièce prototype qui est censée représenter votre produit final. Et vous allez pouvoir tester et valider vos choix de conception. Donc, ça peut être des choix de forme, ça peut être des choix de matière, différents choix qu'on va pouvoir valider. Après, pour mettre en forme votre produit, vous avez peut-être besoin d'un outillage. Un outillage pour mouler du fromage, un outillage pour mouler une pièce plastique, différents types d'outillage. Donc à certains moments, en fonction de la complexité de votre outillage, vous êtes amené à fabriquer ce qu'on appelle un outillage prototype ou à avoir besoin de fabriquer rapidement un outillage. Donc c'est ce qu'on va appeler l'outillage rapide. Donc on va, avec les technologies d'impression 3D, fabriquer des outillages très très rapidement pour pouvoir valider le futur procédé de fabrication de votre produit. Donc à un moment, on avance dans la conception de notre produit, on avance dans la phase de développement de notre produit et on commence à travailler l'industrialisation de notre produit. Et dernière application,
ça va être la fabrication rapide. Donc là, je ne suis pas à vouloir fabriquer une pièce prototype pour valider ma conception. Je ne suis pas à fabriquer un outillage pour valider ma future industrialisation. Je suis là pour fabriquer une future pièce qui va être vraiment utilisée dans ce que j'appelle la vraie vie. Donc, qui peut être utilisée, qui peut être montée sur un être humain ou qui peut être montée sur une machine spéciale notamment. Et on va pouvoir réaliser des vraies pièces plutôt dans de la petite série, voire de la moyenne série. Donc on va regarder un petit peu ces applications. Donc tout ça, ça bouge un petit peu. Historiquement, les technologies d'impression 3D étaient très très utilisées pour fabriquer des pièces prototypes. Donc vous avez tous les gros donneurs d'ordre, automobiles, dans l'aéronautique, des gens comme Lego, et maintenant tous les bureaux d'études, même dans les PME, qui ont l'habitude d'utiliser des moyens d'impression 3D pour valider leur choix de conception. Donc, dès qu'ils ont des interrogations, dès qu'ils ont des incertitudes dans leur démarche de conception, je viens fabriquer une pièce prototype sur une imprimante 3D très rapidement et je viens valider mes choix de conception, je viens présenter mes choix de conception à mon client, à mon responsable. Donc historiquement, ces activités de prototypage rapide étaient l'activité majeure d'application des imprimantes 3D. Donc en 2015, ça représentait à peu près 50% des activités. On a une autre grosse partie, c'est sur tout ce qui est outillage rapide, notamment pour tout ce qui est modèle de fonderie. Alors aujourd'hui, vous avez des gens comme Dior, comme Cartier, qui utilisent des petites imprimantes en résine photosensible pour fabriquer des maîtres modèles pour de la fonderie et qui derrière dupliquent le maître modèle en argent, en or pour fabriquer leurs bijoux. Donc il y a 8 imprimantes 3D qui sont actuellement sur la place Vendôme pour fabriquer les bases modèles pour faire de la fonderie. Donc pour de la fonderie cire perdue, par exemple, à chaque fois que vous fabriquez un maître modèle, vous allez devoir casser l'outillage pour récupérer la pièce. Donc pour chaque fabrication, vous êtes amené à fabriquer un outillage avec les techniques d'impression 3D. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça représentait en 2015 22% des applications. Et ce qui est surtout l'avenir, c'est les applications fabrication rapide. Donc fabrication de vraies pièces. Si on se remet une dizaine d'années en arrière, ça représentait que quelques pourcents. L'année dernière, ça représentait quasiment 20% des applications. Donc de plus en plus, on utilise les moyens d'impression 3D pour fabriquer des vraies pièces. Donc c'est ça qui est vraiment très très important. Donc pour les applications prototypage rapide, donc je suis dans un contexte de développement de produits, dans un contexte moderne. Si vous prenez un véhicule automobile, il y a une dizaine d'années, il fallait à Peugeot, à Renault, 5 ans pour développer un nouveau véhicule. Maintenant, ils sont sur des délais de développement de produits à 2 ans. Si vous prenez un téléphone portable, les gammes sont renouvelées de plus en plus fréquemment. Donc on vous demande de travailler sur tout ce qui est développement de produits de plus en plus rapidement, sur des produits qui sont de plus en plus complexes en termes d'ergonomie, en termes de fonctionnalité. Et donc vous devez avoir des outils pour vous aider à concevoir vite et efficace. Donc dans ce contexte-là, les technologies d'impression 3D vous apportent des intérêts et vous permettent d'avancer vite et efficacement. Ces impressions 3D de pièces prototypes vont vous permettre de valider vos choix de conception, d'éviter des erreurs de conception et vont vous permettre de répondre à vos incertitudes de conception. Donc on va pouvoir faire différentes choses. Je peux imprimer une pièce pour valider ma forme. Donc j'ai défini un nouveau manche ergonomique. Tant qu'il est sur l'ordinateur, je ne peux pas le toucher et je ne peux pas vérifier que mes hypothèses de conception sont bonnes. Donc le fait de l'imprimer, de pouvoir le tester, va me permettre de faire des tests d'ergonomie, des tests de validation de forme. Je vais pouvoir imprimer des pièces en couleur. Donc je peux imprimer mon produit avec des formes différentes, des couleurs différentes, aller dans une galerie de supermarché et faire une étude de marché à un panel de clients au hasard pour savoir si tel ou tel design convient mieux au client. Je vais pouvoir aussi fabriquer ce qu'on appelle des prototypes fonctionnels ou bonne matière. Donc aujourd'hui, lorsque vous utilisez des imprimantes 3D, vous travaillez un matériau et on a des fiches matières qui nous donnent des résistances mécaniques, qui nous donnent des résistances des chimiques des matériaux.
et je sais aujourd'hui prototyper un ABS avec par exemple 30 MPa de résistance à la traction. Donc si c'est le matériau que vous visez en série, on est capable aujourd'hui de fabriquer une pièce qui aura la résistance mécanique de votre matériau final, et vous allez pouvoir le monter sur une sorte de banc de torture pour vérifier que mécaniquement votre pièce tient. En tout cas, aujourd'hui, l'application des technologies de fabrication additive d'imprimantes 3D pour vos applications de validation de conception, donc ce qu'on appelle le prototypage rapide, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mature. Aujourd'hui, les technologies vous permettent de fabriquer des pièces de qualité dans différents panels de matériaux, et globalement, pour différentes industries, c'est déjà très très courant. Donc pour vous, c'est quelque chose qui est mature. Quelques exemples d'applications. J'ai travaillé pendant 3 ans à la conception d'une gamme de gouttières orthodontiques. Donc c'est un produit qui est très très complexe. Et donc avant de lancer les outillages, donc cette pièce elle est réalisée en injection plastique. Il y a pour 300 000 € d'outillage en tout sur toute la gamme. Le produit est dupliqué en 10 tailles. Donc avant de lancer chacune des tailles en fabrication, on était amené à fabriquer des pièces prototypes pour valider les épaisseurs matière, pour valider la forme, pour que le client puisse vraiment valider la pièce avant de la lancer en fabrication. On est sur des coûts d'outillage qui sont tellement conséquents que dépenser quelques centaines d'euros pour fabriquer des pièces prototypes, c'est rien du tout. Aujourd'hui, on est capable de faire de la grande pièce. Donc ça, c'est la pièce la plus grande que j'ai vue. C'était sur un salon en Allemagne, à Francfort. Donc c'est une façade avant de berlingot. On retrouve les chevrons Citroën. Donc en tout cas, aujourd'hui, si vous avez besoin de fabriquer des pièces prototypes pour valider votre futur produit, la forme, la matière, on a des outils, on a des réponses avec les technologies de fabrication additive. Donc une fois que vous avez travailler votre conception et un petit peu avancer dans le développement de votre produit, à un moment, vous allez avoir besoin de travailler ce qu'on appelle l'industrialisation. Donc, je vais devoir fabriquer un outillage pour mouler mon fromage, pour mouler mon chocolat, pour mouler ma pièce plastique ou pour fabriquer mes pièces métalliques. Et dans ce cas-là, on fabrique ce qu'on appelle un outillage. Et je vais vous montrer une petite animation pour vous montrer que les technologies d'impression 3D plastique peuvent vous permettre notamment de valider votre outillage d'injection plastique. Donc sur la vidéo, on va voir la fabrication d'un outillage en plastique pour de l'injection plastique. Donc là, vous avez la fabrication de 3 blocs qui représentent un outillage sur une imprimante 3D. Donc la tête qui fait de la lumière, là, en fait, elle dépose des gouttes de résine et la lumière vient flasher la résine. Donc en un peu plus de 20 heures, en 22 heures, on a fabriqué 3 blocs. Donc je vous assure, c'est très long. Mais si vous avez 3 blocs comme ça fabriqués en usinage, ça peut vous prendre un peu plus de temps. Les pièces ont été montées sur une presse injectée. Donc c'est une presse Harburg 70 tonnes, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc là, on est dans un moule en plastique. Et dans ce moule en plastique, on va injecter de la matière. Donc c'est un pomme donc, qui est injecté à plus de 200 degrés avec quelques centaines de bars de pression. 300 bars de pression à 210 degrés. Donc là, le moule n'est pas du tout automatisé. Hein, c'est un moule jetable. On vient ouvrir le moule à la main et on vient récupérer la pièce. Donc là, on est capable en 1 jour et demi, en 2 jours, d'injecter des pré-séries de pièces et de valider que notre moule va permettre de réaliser la pièce finale. On a comme ça validé le point d'injection, on a validé les températures, les pressions d'injection qu'on va pouvoir mettre en place sur notre presse en série. Donc le moule en résine plastique a une durée de vie qui est très très limitée. Au bout de quelques dizaines, quelques cinquantaines d'injections, le moule va être complètement détruit. Mais l'idée, c'est de pouvoir valider rapidement que mon produit est industrialisable. Donc au lieu d'avoir des délais qui sont de l'ordre de quelques semaines, on peut descendre à des délais de quelques jours. Donc aujourd'hui, on a des solutions pour fabriquer de l'outillage très efficacement avec ces technologies. Autre application, donc on est venu vous aider à concevoir, développer votre produit. On est venu vous aider à travailler à l'industrialisation de votre produit en validant la forme finale de votre outillage. On peut aussi fabriquer directement des vraies pièces qui peuvent être réellement utilisées.
Donc, c'est surtout intéressant pour des formes qui ne sont pas simples à fabriquer. Si votre forme est très très simple à fabriquer, vous avez d'autres procédés de fabrication qui seront plus intéressants économiquement. Ces technologies sont très très intéressantes pour tout ce qui est production personnalisée et pour tout ce qui est petite série. Donc le marché de niche vraiment type, c'est le médical. Donc pour tout ce qui est fabrication de prothèses dentaires, pour tout ce qui est fabrication de prothèses auditives, on verra quelques exemples après, c'est des outils intéressants. Des applications qui peuvent vous intéresser, c'est si vous travaillez sur une machine spéciale, si vous vendez 10, 100 machines par an, le niveau d'unité de machine que vous vendez fait que pour chacune des pièces, vous ne pouvez pas vous permettre de basculer sur des procédés de fabrication sériels comme de l'injection plastique. Donc on va avoir un intérêt à utiliser les technologies de fabrication additive pour fabriquer vos séries de pièces parce que le volume de pièces n'est pas très très conséquent. Et on peut aussi imaginer que sur une chaîne de fabrication, on a des outils, une imprimante 3D qui va nous permettre de faire de la maintenance, en tout cas de fournir des pièces détachées. Pour information, Boeing a déposé un brevet pour changer son système de flux logistique. Au lieu d'avoir un entrepôt où il y a plein de pièces détachées en stock, l'idée c'est j'ai un PC avec tous mes fichiers de pièces et j'ai quelques imprimantes 3D, plastique, métal, qui vont me permettre de fabriquer mes pièces. Donc en fonction de la demande, j'envoie le fichier sur une imprimante 3D et je fabrique le juste nécessaire de pièces. Donc ça va changer un petit peu le modèle de fourniture de pièces. Donc on peut imaginer sur une chaîne de fabrication, une chaîne de production, où on a des contraintes de temps très très réduites pour changer des pièces, avoir des imprimantes 3D juste à côté pour fabriquer la pièce à changer. Donc je vous parlais de machines spéciales. Vous avez Etich, qui est un fabricant de centrifugeuses autrichien, qui fabrique donc des centrifugeuses, une sorte de machine à laver. À l'intérieur de la machine à laver, vous avez des compartiments dans lesquels est positionné des liquides médicaux. Et la conception des compartiments, donc qui sont fabriqués en 6 exemplaires par machine, fait que l'entreprise était partie sur une injection plastique. Donc, vous voulez faire un compartiment comme ça en injection plastique, il faut que vos pièces soient démoulables. Et donc, vous devez partir sur 3 pièces. Donc, 3 pièces en injection plastique, 3 outillages, c'est des coûts de l'ordre de 50 à 60 000 euros très très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme réflexion? On s'est dit, pourquoi pas changer la conception du système qui était fait par rapport au procédé d'injection plastique et le passer sur l'impression 3D. Impression 3D, j'ai aucune contrainte de fabrication, donc vous dessinez votre pièce en monobloc comme vous voulez et on va pouvoir vous la fabriquer. Donc on leur a proposé de fabriquer des pièces en frittage de poudre polyamide. Donc c'est une poudre plastique qui est agglomérée avec un laser. C'est le procédé qui a permis de fabriquer la petite pièce là, qui passe. Et on leur a expliqué que c'était très très résistant. Donc ils avaient des interrogations à savoir si la matière allait tenir à la vitesse de rotation. Donc les pièces ont été montées sur la centrifugeuse et donc il y a eu un cycle de lancer pendant 24 heures à vitesse maximum avec en fait il y a très très peu d'efforts mécaniques dessus, donc les pièces ont tenu. Et depuis, l'entreprise a complètement changé sa conception. Injection plastique n'est plus tributaire de coûts d'outillage qui sont très très conséquents. Et le gros intérêt, c'est si j'ai un nouveau client qui arrive et qui me dit je ne veux pas centrifuger les liquides habituels, je veux centrifuger un nouveau liquide, par contre il me faut une forme différente à l'intérieur. Avant, le fabricant de machines spéciales ne pouvait pas se permettre de modifier son moule d'injection plastique pour un seul client. Là, il a juste à dessiner, à changer, à modifier la pièce. Il envoie sur la même imprimante 3D. C'est à peu près le même volume de matière, le même temps de fabrication, donc le même coût de fabrication. Et il gagne du terrain, et il gagne des marchés. Donc il y a une certaine flexibilité de fabrication qui est très très intéressante pour de la machine spéciale. Et c'est ce que je pense un des vecteurs qui peut être intéressant pour les aspects agroalimentaires. Alors pour compléter le discours, quelques exemples de fabrication de pièces pour le médical. Donc là, vous avez une mâchoire qui a été fabriquée en impression métallique, donc sur une matière qui est normalisée pour la mise dans le corps. La matière a été durcie au chalumeau et recouverte de biocéramique pour tout ce qui était ostéo-intégration.
Donc l'avantage d'utiliser les imprimantes 3D, c'est que c'est plus précis que de la fonderie. La fonderie, on a des intervalles de tolérance qui sont assez grossiers. Et donc, durant l'opération, il y a un gros ajustage de la pièce sur le patient. Donc tout ça, ça se fait avec des données radio IRM qui sont récupérées, balancées dans la chaîne numérique et très facilement interopérables avec de l'impression 3D. Donc le gros avantage d'avoir fabriqué une pièce qui était plus précise que la fonderie, c'est que l'opération a duré 3 à 4 heures au lieu de 12 à 20 heures en moyenne. Et ça permet d'avoir comme ça une amélioration de l'état de santé qui est beaucoup plus rapide. Un exemple qui est encore plus intéressant, c'est la fabrication de pièces sur mesure. Donc avant, pour des raisons esthétiques, on avait des prothèses auditives qui étaient extérieures, et donc c'était pas très très joli. Donc on a travaillé à les intégrer à l'intérieur du conduit auditif. Donc miniaturiser l'électronique, ça se fait très très bien. Fabriquer des carters mécaniques tout petits sur mesure, c'est plus compliqué. Et l'idée là, c'était de fabriquer un carter qui était vraiment sur mesure, parce que quand vous vous baladez, si votre carter n'est pas vraiment à la forme de votre conduit auditif, ça va bouger et ça va poser des soucis. Donc, il y a eu tout un système de mis en place où on va venir vous mettre un petit bouchon thermoformant dans l'oreille. On va venir, avec des solutions de scanning 3D, numériser votre forme de conduit auditif qu'on a moulé. Et un technicien auditif va très rapidement concevoir un carter avec une forme qui est adaptée à votre conduit auditif et avec en façade une forme générique qui permet d'intégrer de l'électronique standard. Donc tout ça, c'est fabriqué après en impression 3D, plastique. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un marché mondial qui doit représenter 600 000 pièces à l'année. Et ces pièces sont produites avec les technologies de la fabrication additive d'impression 3D. Même chose pour la prothèse dentaire. Donc l'avantage de la prothèse auditive ou dentaire, c'est que M. Martin et M. Dupont vont avoir des besoins et une forme différente. Et donc même si on produit un gros volume de pièces, on reste sur de la production qui est à chaque fois unitaire, mais à des volumes qui sont quand même conséquents. Et on reste sur des pièces qui sont quand même assez petites. Donc aujourd'hui, vous avez forcément croisé dans la rue une prothèse métallique qui a été faite en impression 3D. Donc ça, c'est fait en chrome cobalt avec un matériau qui est normé et qui est donc mettable en bouche. Donc sur la base métallique, votre prothésiste dentaire va bien sûr monter la céramique à la couleur de vos dents. Donc quelques exemples d'applications. Pour terminer sur cet aspect-là, j'ai essayé de cibler les technologies qui me semblaient intéressantes pour le domaine de l'agroalimentaire. Donc au niveau des technologies métalliques, vous retrouvez quelques noms de fabricants. Donc vous pouvez voir sur Internet leur type de machine. Sur les aspects plastiques, il y a 3 technologies qui me semblent intéressantes pour les aspects agroalimentaires. Il y a tout ce qui est fil fondu de chez Stratasys. Je vous montrerai après. En fait, ils ont quelques matériaux qui sont dans des grades biocompatibles et qui peuvent vous intéresser pour tout ce qui est contact alimentaire. Vous avez aussi du dépôt de résine de chez Stratasys et vous avez du frittage de poudre polyamide de chez EOS. Alors les matériaux, c'est juste après. Donc si vous regardez à gauche, vous avez tout ce qui est fil fondu de chez Stratasys. Donc vous avez une classification de différentes matières et notamment on a la possibilité de travailler des matériaux qui sont médicaux ou biocompatibles. Donc aux États-Unis, on utilise par exemple ces technologies pour fabriquer des guides de perçage pour des interventions au niveau de la mâchoire osseuse. Donc c'est des guides qui sont faits sur mesure et qui sont jetés après l'opération. Et donc on est sur des matériaux polycarbonate ou ABS qui sont dans des grades biocompatibles et certains sont stérilisables sur certaines techniques. Donc chez EOS, un autre fabricant de pièces de technologies plastiques, donc frittage de poudre polyamide, vous avez notamment un polyamide 12 qui est biocompatible, donc USP classe 6 et donc qui est approuvé pour tout ce qui est contact alimentaire. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez passer me voir à la fin de la présentation. Globalement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un panel de matières qui est très très conséquent pour les applications agroalimentaires. C'est en train de se développer. C'est les applications qui développent un petit peu les matériaux.
il y a eu un gros boom avec les applications médicales ces dernières années. Et du coup, il y a beaucoup de matériaux, notamment il y a des aciers inox pour tout ce qui est fabrication d'outils d'opération. Il y a du chrome cobalt pour la prothèse dentaire. Donc les matériaux ont été développés par rapport aux applications. Donc voilà sur la partie application. Donc on peut faire du prototypage, validation de conception de pièces. On peut faire de l'outillage très rapidement. Et on peut aller jusqu'à fabriquer au jour d'aujourd'hui des pièces réelles. Donc, un gros intérêt pour moi au jour d'aujourd'hui dans la machine spéciale, un gros intérêt aussi pour faire de la maintenance de pièces directement en bord de ligne. Et voilà. Après, les applications au jour d'aujourd'hui sont avec l'état de maturité des technologies. Donc en avançant, en développant plus de matériaux, il y aura à l'avenir de plus en plus d'applications pour votre domaine d'application. Donc voilà un petit peu un état des lieux des applications. Maintenant, l'avenir de ces technologies. Alors, je vais vous expliquer d'abord les raisons du dynamisme et ensuite les freins. Et après, je vais essayer de vous montrer ce qui va arriver d'ici quelques temps. Donc, la pénétration de l'impression 3D en industrie a été facilitée par les améliorations des technologies et surtout des matériaux. Une des raisons du dynamisme et une des raisons de l'essor des machines à bas coût, c'est que les technologies qui ont été développées entre 85 et 90 sont tombées dans le domaine public. Elles étaient protégées par des brevets. Un brevet, ça a 20 ans d'existence. Et après, la technologie devient publique. Et dès que les technologies deviennent publiques, vous avez des concurrents qui se mettent à faire la même chose que le fabricant initial. Et vous avez surtout des accès à des coûts matières qui sont plus intéressants. Donc ça a été vrai notamment en stéréolithographie et en fil fondu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de 2017, les technologies métalliques seront plus contraintes par rapport à ces aspects de brevets et de propriété intellectuelle, donc ce qui va ouvrir un petit peu les applications de fabrication métallique. Gros intérêt aussi, et qui va faire que le marché va être de plus en plus dynamique, c'est que vous avez des gros acteurs qui ne sont pas actuellement positionnés sur l'impression 3D qui vont venir se positionner. Donc, vous connaissez HP, il y a Autodesk qui est un fabricant de logiciels et un fabricant de machines comme DMG Mori qui viennent se positionner. Donc ça veut dire que ce marché va se développer parce que des gros acteurs vont venir et ce n'est pas forcément les acteurs historiques de l'impression 3D qui vont être seuls là-dessus. Donc ça va accélérer un petit peu le dynamisme du marché. Et la démocratisation auprès des particuliers, même si c'est sur des machines qui ne sont pas forcément tout le temps intéressantes techniquement, a fait que ces technologies ont fait beaucoup de buzz médiatique. Donc les freins actuels, pour être très franc avec vous, premier frein notamment sur tout ce qui est fabrication de pièces métalliques, c'est le prix des machines. Si vous voulez acheter une machine pour fabriquer des pièces sur une surface à peu près d'une feuille A4, une machine métallique, ça coûte entre 700 et 900 000 euros. Donc c'est très très cher. On a des niveaux de prix qui sont plus intéressants sur les machines plastiques. Donc les machines métalliques aujourd'hui coûtent très très cher et c'est un des freins de la diffusion de ces technologies pour vos applications. Sur une grande partie des technologies, les consommables sont à acheter avec le distributeur. Donc on est sur des notions de coûts qui ne sont pas forcément régulées et le prix des consommables peut être un frein. On a des prix de fabrication qui peuvent être élevés. Ce n'est pas le cas sur toutes les technologies, c'est en train de s'affranchir en fonction des aspects brevets et propriétés intellectuelles, mais ça peut être un frein. Et aujourd'hui, un des grands freins, c'est la vitesse de fabrication. On peut fabriquer très rapidement des formes complexes, mais il faut prendre quelques heures pour fabriquer des pièces. Et il y a une étude qui a été faite par un cabinet américain qui précisait que lorsque ces technologies vont avoir un gain de productivité par 5 ou par 10, on va exploser les applications de ces technologies. Donc aujourd'hui, on est sur des procédés historiques qui ont des limites physiques et on ne va pas pouvoir arriver à ce gain-là. Et donc, c'est un des freins actuels. Autre frein, c'est qu'on a d'autres procédés comme de l'usinage qui sont très compétitifs. Donc en termes de coût, on ne peut pas être plus compétitif que des procédés qui sont très anciens et qui sont optimisés. Alors c'est quoi l'avenir ? L'avenir, c'est d'avoir des procédés beaucoup plus rapides. Et c'est ce qui va arriver en technologie plastique d'ici 1 à 2 ans, donc d'ici l'année prochaine normalement. Donc là, c'est une vidéo quasiment en temps réel, c'est juste accéléré x7, mais on peut fabriquer une petite pièce là en quelques minutes
en moins de 10 minutes en tout cas. Et ça, c'est un procédé de fabrication continue qui est en train d'être mis au point et qui va permettre de passer ce gap de x5 à x10 en termes de productivité. Donc l'avenir et la diffusion de cette technologie va passer par des nouvelles technologies qui seront beaucoup plus productives. Et c'est quelque chose qui est obligatoire pour la diffusion de cette technologie. Donc voilà, très rapidement, pour vous dessiner un peu ce qui va arriver. Donc ça passe par des nouveaux procédés. Donc pour terminer, il y a juste une petite faute à conclusion, il y a le S qui est parti. Je voulais vous rappeler que c'était des moyens qui sont intéressants, mais ce n'est pas forcément des moyens miracles, hein. Il y a des contraintes techniques et surtout des contraintes économiques actuelles qui font qu'en fonction de vos applications, ce n'est pas forcément l'outil le plus spécifique. Pour moi, si vous êtes dans une démarche de conception, développement de produits, les outils sont matures pour vous aider à concevoir juste, efficace, rapidement. Sur les applications outillage et les applications de fabrication de pièces, vous devez être aussi acteur de l'usage de ces technologies en changeant aussi la façon de concevoir vos pièces, notamment pour la machine spéciale. Il faut vraiment tirer tout l'intérêt de ces technologies en changeant un petit peu votre façon de concevoir des pièces. Et pour moi, il y a des intérêts pour tout ce qui est machine spéciale et pour vos activités, les activités aussi de tout ce qui est maintenance et fabrication de pièces en côté de ligne. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais juste terminer par me présenter. Donc, je travaille à l'École normale supérieure de Rennes. Et donc, on travaille sur une activité qui est dédiée au procédé de fabrication, au procédé un petit peu innovant. Donc, on peut mettre en place des activités de formation, des activités d'accompagnement, de conseil. Donc, on a des subventions, notamment pour faire ce qu'on appelle la mission d'intérêt général. Donc, si vous avez des questionnements sur les technologies les plus appropriées pour vos applications, on peut vous aider à vous accompagner pour cibler la technologie qui est la plus appropriée. On peut faire aussi de l'étude. Donc, on peut vous aider à reconcevoir des produits adaptés par rapport à ces procédés pour vraiment tirer tout l'intérêt de ces utilisations. Et on travaille aussi sur tout ce qui est projet collaboratif. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, faut pas hésiter. Donc, il y a un micro qui est disponible là-bas. Donc, moi, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours venir me voir à la fin. Et j'espère que ça vous a quand même interpellé. Et je vous souhaite un bon salon et une bonne fin de journée.